T'as scanné tout le monde? Ah non, j'ai pas scanné tout le monde. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a 45 minutes. Donc l'idée, bombardez-nous de questions si vous en avez. C'est plus sympa, déjà, pour nous. Ça nous permet de donner aussi des cas concrets. Et qu'est-ce qu'on fait? On garde une plage à la fin ou pas? Ça dépend de... Ça dépend comment ça déroule? Ouais. Allez, on attaque. Ouais, c'est bon? Un petit peu de temps en plus en fin parce que vous êtes l'année dernière, donc je vous mettrai pas à la porte. Ah. Tu vas pas nous lancer le micro du coup? Non, c'est bon. Oui. Ok. Bon, Allez. en tout cas, merci à tous d'être présents pour cette présentation. Donc, au niveau des... Montre un petit peu comment maîtriser les fraudes sophistiquées et les attaques alimentées par IA, et notamment l'IA agentique. Oui, des IA agentiques, parce que les LLM, bon, je pense qu'on en a très largement parlé. Nouvelle menace, on en parle beaucoup aussi des IA agentiques. Ce qu'on évoquait juste avant, c'est qu'il y a peut-être un manque de compréhension sur ce que sont ces IA agentiques. Est-ce qu'elles sont capables de faire? Est-ce qu'elles vont être capables de faire? Donc l'idée, c'est de définir d'abord ce qu'est une IA agentique, et puis ensuite, on va prendre des exemples pour savoir ce que ça pourrait donner dans la vraie vie. Sachant que la vraie vie, c'était hier, déjà. Alors, une IA agentique, pourquoi on dit agentique? Quelqu'un sait? Alors, pas forcément. Non. Mais elle se comporte comme un agent. Ouais. Donc, en gros, elle va être autonome, beaucoup plus autonome qu'un LLM. Il n'y a pas besoin de prompter à chaque fois pour obtenir quelque chose. En plus, c'est plus intelligent. Donc c'est capable d'analyser et de conserver du contexte et de s'adapter au contexte. Donc c'est ce qu'on commence à voir ici. Évidemment, il y a une exécution de tâches et ça peut appeler des programmes tiers, des API tierces, on va le voir. Donc vous allez voir qu'en termes d'autonomie, c'est beaucoup plus évolué. Et puis, évidemment, on n'est pas obligé d'être derrière humainement en continu, c'est ce que j'évoquais en premier. Il n'y a pas besoin de prompter à chaque fois. Vous pouvez coder, scripter, expliquer ce que vous voulez faire et ça va dérouler. Alors, on a voulu se donner un petit exemple qui va parler à tout le monde, puisqu'on est tous passés par le Covid. Donc on a tous utilisé Marmiton, hein, ou quelque chose d'équivalent. On s'est lancé dans les nouvelles recettes, quand il restait des choses dans les supermarchés. Et donc, on a pris l'exemple d'une recette qui a été améliorée par l'IA. En tout cas, par l'IA agentique. Donc vous voyez qu'il y a une adaptation au contexte, puisqu'on va être capable de personnaliser la recette, ou les recettes en fonction de vos préférences. Donc si vous êtes allergique à certains trucs, évidemment, on va ne pas le prendre en compte. On peut suggérer des substitutions en utilisant des ingrédients qui sont dispo et qu'on n'a pas forcément trouvé et qu'on a, en termes de fraîcheur, à utiliser dès maintenant. Commander tout ce qui est manquant. Donc ça signifie qu'on est capable de communiquer aussi et de voir, de faire un inventaire de ce que vous avez déjà en stock. Et puis enfin, on va pouvoir planifier le temps de cuisson en fonction de ses occupations, de l'heure du repas que l'on souhaite avoir, des invités qui vont arriver avec telle contrainte horaire, etc., etc. Et du coup, sur la partie téléphone, je voudrais juste qu'il n'y a même pas besoin en fait, de le dire. Rien que le fait de prendre une photo permet d'identifier ce qui est sur la photo et d'adapter automatiquement. D'où en fait le côté, on va dire, un peu plus agent et autonome que le fait de dire j'ai ci, j'ai ça, crée-moi quelque chose. D'où l'automatisation et la prise de décision. Donc rapidement, la phrase elle est simple, mais si on adapte ça aux cybermenaces, vous voyez très clairement vers quoi on va. On n'est plus du tout sur de l'attaque où on passe 90% du temps à faire de la reconnaissance. C'est ce qui se passait auparavant, hein, même si on utilise du robot. Définir les robots, c'est important aussi, au passage, sur les attaques. 80% des attaques utilisent des robots. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'échelle, elles ont besoin d'automatisation et de rapidité. D'accord? Ça, on continue à l'ignorer, mais 80% des attaques aujourd'hui, et demain, utiliseront du robot. Il y avait souvent ce qu'on appelait l'intervention humaine pour la fin de l'attaque. Pourquoi? Parce que ça a besoin d'une interaction et il y a besoin d'une adaptation au contexte. Là, on imagine très clairement que tout ça va disparaître de plus en plus et va s'effacer. C'est pour ça que j'en venais à ce cycle d'attaque où la reconnaissance va être faite automatiquement très très vite. On va pouvoir s'adapter en fonction des réponses et de ce qu'on récupère
dans le contexte particulier d'une cible particulière, sachant qu'on peut avoir un scale qui est colossal. N'oubliez pas que l'IA, en premier lieu, va permettre d'identifier très rapidement le scope à 360 des capacités qu'on peut avoir d'attaque sur un environnement donné. C'est le premier intérêt de l'utilisation de l'IA. Le deuxième, c'est cette adaptation au contexte et sa rapidité toujours. Donc on va pouvoir analyser très rapidement des réseaux cibles et puis en déduire les vulnérabilités qui sont les plus intéressantes, les plus prégnantes très rapidement, générer tout ce qui va être rootkit d'attaque, malware, tout ce qu'on souhaite, et vecteurs les plus efficaces pour rentrer, qui en plus prendront en compte du déploiement potentiel de malware pour récolter et de faire de l'exfiltration de données, mais en plus effacer au plus près son passage. Ou générer du bruit aussi. Ce qui est une façon d'effacer son passage, ou en tout cas de le rendre plus discret. Donc vous voyez bien que là, le grand défi, il va être à la fois, et si je donne le scope à 360, il va y avoir besoin de, quantifier ces IA, s'appuyer potentiellement sur des agents qu'on va truster, on va voir comment, et puis 3, être capable d'identifier si on n'a pas piraté ce trust. Parce que ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez pouvoir demander à des IA, par exemple, de faire vos achats automatiquement. Là, vous avez l'habitude de choper, genre tous les vendredis soirs, mon IA favorite, maintenant je te paramètre, tu vas me faire mes courses en ligne sur Auchan.fr et tu me récupères tout ce qui me manque dans mon frigo qui est connecté. Et tu fais ça tout seul. Et donc je paye automatiquement, je me log à mon compte automatiquement, je fais mon shopping automatique et puis je suis livré automatiquement. C'est ça l'IA agentique. Hein. C'est pour ça que les retailers et toutes les personnes qui font du e-commerce s'y intéressent de très très près parce qu'ils vont implémenter ce type de mécanisme. Il va y avoir besoin, comme d'habitude, de mettre des éléments d'identification, d'authentification et de trust pour qu'on puisse être certain que cette automatisation est bien légitime. C'est tout le défi en fait de l'IA agentique. Juste une question, vous dites pourrait. C'est Ouais. peuvent ou pourrait parce que là c'est conditionnel. En fait. C'est peu. Okay. Alors justement, après quelques slides, ça va expliquer le pourquoi le pourrait. Alors les caractéristiques de cette IA agentique, on l'a vu, mais évidemment, elle peut séquencer plusieurs exécutions. Elle va récupérer du contexte, le mettre en mémoire, l'interpréter et l'utiliser pour générer d'autres actions. Est capable d'intégrer des outils tiers évolués, mais sans rien du tout, sans intervention humaine. Hein. Et puis bien sûr, autonomie et adaptabilité absolue de ce type d'IA. Donc c'est ça la menace, hein, c'est que la mémoire du contexte, la conscience du contexte et l'interprétation du contexte rend cette IA ultra puissante. Voilà. Alors voilà, le conditionnel. Pourquoi ? Parce que je vous invite à aller voir ce site et ce test, ce benchmark. C'est super intéressant, c'est assez bluffant. C'est des gens qui ont benchmarké des IA, mais vraiment à un niveau extrêmement poussé. Et en gros, ce qu'on en ressort aujourd'hui dans l'état de l'art, c'est que les IA ne sont pas assez autonomes. On n'y est pas encore. Mais quand on voit la vitesse de développement d'une IA aujourd'hui, et qu'elle est capable d'intégrer ça, on pourrait se dire aussi qu'elle utilise cette capacité pour croître. Et c'est ce qui va se passer. Donc on a encore, je dirais, une mainmise par rapport à une IA. L'humain est encore beaucoup plus prégnant. Cependant, à terme, on imagine bien que cette automatisation va devenir de plus en plus intelligente, avec un scope d'action qui est de plus en plus large. Oui, du coup, pour l'instant, il y a encore quand même besoin d'action humaine pour aller jusqu'au bout de l'objectif. Il n'y a que dans 38% des cas où l'IA arrive à automatiser, séquencer, prendre des décisions et s'adapter. Mais aujourd'hui, il y a quand même besoin des humains. Merci de la lecture, Vincent. Elle est super importante, pardon. Oui, non, mais c'était pour rajouter au cas où si ça n'avait pas été clair pour tout le monde. Et c'est pour ça que d'ailleurs on voit des cas de fraude qui vont au-delà des bots de l'automatisation ou de l'UA, mais qui continuent à être effectués directement par des humains dans la dernière phase de l'attaque, parce qu'en plus ça permet de passer sous les radars des différents modules de détection qu'on pourra mettre en place. Du coup, ce que nous observons aujourd'hui d'ailleurs avec les robots sophistiqués, les IA ou même tout ce qui est mécanisme d'automatisation. Parce que d'ailleurs on parle d'IA, mais on va dire les bras et les doigts d'une IA, en fait c'est de l'automatisation. Donc finalement c'est des mécanismes qui seront utilisés par l'IA et c'est ce qu'on verra. Mais ce qu'on peut du coup voir aujourd'hui, et il y a quelques exemples après, c'est que
Si on se base sur des mécanismes justement de vitesse de frappe au clavier, mouvement de la souris ou modèle de navigation, pour détecter du coup si on est en face d'un humain, si on est en face d'un robot, si on est en face d'un mécanisme d'automatisation, même ça, ce n'est pas suffisant, même si c'est déjà, entre guillemets, une nouvelle étape par rapport à avant où l'adresse IP c'est quoi, le user agent c'est quoi, on va déjà sur autre chose, mais même ça maintenant, ce n'est plus suffisant, puisque on est capable de simuler des vitesses de frappe, on est capable de directement, je vais vous montrer après, mais même d'enregistrer des vitesses de déplacement de souris qui vont aller pointer sur des éléments et les rejouer via des mécanismes d'automatisation. Et même les modèles de navigation, c'est très simple de prendre un modèle de navigation classique avec une version de Chrome, une version de Windows et des extensions tout à fait classiques pour les jouer aussi et pour imiter, on va dire, 99% de l'ensemble des navigations qu'on va trouver sur Internet. Donc c'est pour ça que ça ne suffit pas même de prendre ces éléments comportementaux. Là, ici, en fait, on vous montre une activité automatisée, justement, mais même pour du scrapping de prix. Où, en fait, ici, sur le graphe, vous pouvez voir, en fait, qu'en vert, en fait, c'est du trafic légitime. Quand on dit du trafic légitime, pour nous, en fait, c'est du trafic organique. C'est des humains qui ont une activité sur le site, qui vont parcourir le site, faire des achats, se connecter sur une page de login, etc. En rouge, c'est du coup ce qu'on voit en fait en des actions bloquées, des requests en fait que nous on identifie comme de l'automatisation, de l'IA, du bot sophistiqué. Ce qui est intéressant de voir justement dans le cadre même d'IA agentique, c'est cette adaptation. Vous pouvez voir qu'en fait au début, il y a de la requête qui part, notamment 85 requêtes par seconde, mais en fait ici, il y a une action en fait qui va grimper et qui va garder son nombre de requêtes. Parce qu'en fait ici, c'est toute la phase en fait de test de l'IA notamment agentique. En fait, elle fait cette phase de test pour récolter de l'information et la seconde étape de cette IA, en fait, c'est l'adaptabilité. Oui, la chute en live, c'est pour la blague. En fait, ici, on voit en fait qu'il y a toute une phase où là, on descend à 9 requêtes par minute. Donc en fait, c'est rien du tout. Il y a toute cette phase en fait où il s'arrête. Là, c'est la phase où justement où il intègre ces informations, il fait sa phase d'adaptation et après derrière, il va rejouer du coup avec les nouvelles métriques qu'il aura absorbées. Et qu'est-ce qu'on peut voir derrière? Et bien en fait, c'est que par rapport aux métriques qu'il a absorbées, il va essayer en fait de calquer son nombre de requêtes et ses actions par rapport aux actions légitimes humaines qu'il a déjà pu observer. C'est des actions en fait de mimique humaine. C'est ce qu'on va voir en fait sur tout un tas de mécanismes d'automatisation ou de bots sophistiqués, sauf que l'IA, ça permet de le faire en automatique, beaucoup plus rapidement, et de le faire du coup directement depuis un seul outil, sans avoir à démultiplier les outils et les efforts qui y sont liés. Oui? Juste un truc. Ce que vous voyez là en entrée de phase, c'est aussi un test de seuil. Oui. En plus de récolter de la vulnérabilité, maintenant il y a un test de seuil pour savoir quel est votre seuil de détection à partir duquel vous allez commencer à faire un trigger sur l'automatisation et bloquer. Là, en fait, vous avez un test de seuil, ça descend et puis ça monte jusqu'au moment où ça sent qu'il y a le seuil, ça récolte l'info, ça disparaît, ça ingurgite et ça joue. C'est assez bluffant. Hein. Du coup, je voulais rajouter un truc, mais... Tu l'as mangé? Oui, je l'ai mangé. C'est pas grave, ça me reviendra après. Du coup, donc il y a l'adaptabilité, mais ce qui fait que voilà, en fait, ça vient mimer vraiment les actions humaines. Donc c'est ça que c'est vraiment très difficile après à détecter et faire la différence entre les deux, surtout quand ils utilisent les mêmes vitesses de frappe au clavier, les mêmes mouvements de souris, voire les mêmes modèles de navigation. Vas-y, envoie la... Un dernier truc, qu'est-ce que tu voulais... ce qu'on voit là, avec cette adaptation automatisée, c'est réellement novateur dans le sens où si vous avez ce type de scrapping de prix sur un site aujourd'hui par des robots, qu'on loue hein, au passage. Les botnets, ça se loue. Ça a un coût, c'est $50 par heure. Et tout attaquant qui a envie d'avoir une vitesse du scale, et tu vois, tu vas raccrocher ton truc, ça loue ces robots, ça balance son attaque, ça va très très vite, boum, ça fait un volume énorme, et ça va avoir un certain succès. Là, il n'y a pas besoin de réinférer sur le réseau de bots pour dire, ok, par rapport à ce succès-là, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé par exemple des failles log4j sur 100 sites, j'en ai scrollé 1 million, je vais pouvoir me concentrer sur ces 100 sites-là, ça va le faire tout seul. Vous imaginez la puissance du truc. En fait, voilà,
Je voulais rebondir sur le fait qu'à chaque fois quand il y a ces attaques-là, c'est quand même pour un but financier au final. Faut pas se leurrer, c'est toujours la même chose. Donc il y a des kits d'attaque parce que la plupart de ceux qui font des attaques n'ont pas les compétences pour faire ces attaques. Ils louent des réseaux de bots, ils achètent des kits de ransomware, ils achètent des credentials, peu importe en fait, mais ils achètent des kits qu'ils vont utiliser. Avec l'IA en fait, ça permet de le faire encore plus rapidement pour encore un coût encore moins cher. Et donc ce qui fait que c'est pour ça que ça va se démocratiser aussi. Et puisque... un rapport plus important en retour. Ah bah oui, puis toujours pour gagner encore plus d'argent. Donc c'est pour ça qu'il y aura aussi une augmentation à ce niveau-là. Donc oui, en fait, là aussi pour les mouvements de souris, donc oui, en fait, quand on identifie que sur une page, en fait, il faut rentrer les éléments, cliquer sur tel module pour valider ou pour tel type d'authentification. Et ben en fait, il suffit dans le module d'automatisation de rentrer les valeurs et de venir enregistrer un mouvement de souris où je vais cliquer là et là, par exemple, pour valider. Ouais. Et donc, en fait, il suffit que dans le modèle d'automatisation, je place mon mouvement de souris avec les 2 credentials et je l'envoie. Et c'est automatisé. Et pourtant, si on analyse le mouvement de souris, ben on verra que c'est un mouvement de souris humain. Donc en fait, c'est ça aussi qui est difficile, surtout quand on automatise avec de l'IA. Donc les solutions de détection de bots qui utilisent uniquement ça, elles se font avoir dès le premier coup. Donc il y a des variations dans les mouvements. Oui, c'est pour ça qu'en fait, c'est un vrai mouvement humain, mais qu'on enregistre et qu'on vient seulement le rejouer au travers d'un mécanisme d'automatisation. Merci les keyloggers. Oui, et donc là aussi, vous connaissez sûrement tous les mécanismes de CAPTCHA. Les trottoirs, les palmiers, les vélos, les bus, vous les connaissez bien. Les puzzles qu'il faut déplacer, les textes écrits à l'envers ou dans tous les sens qu'il faut réécrire, où tout le monde s'est déjà arraché les cheveux parce qu'il a fallu le refaire au moins 5 fois de suite parce qu'il ne reconnaissait pas ce qu'on avait écrit ou machin. Hein, donc ça, vous connaissez. Entre guillemets, par rapport aux robots, encore plus pour les IA ou les mécanismes d'automation, ça n'a aucun sens. Puisqu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent des CAPTCHA solvers. Les CAPTCHA solvers sont également des mécanismes automatiques qui font de la résolution d'images, même en utilisant Google Images, qui font de la résolution de texte en utilisant des modules OCR, ou qui font de la résolution de forme également. Et ça, en fait, ils l'automatisent également pour résoudre les CAPTCHA. Donc en fait, les CAPTCHA, au final, ça vient embêter les humains, mais ça vient pas embêter les robots, les IA ou les mécanismes d'automatisation. D'où le non-sens complet d'utiliser des CAPTCHA aujourd'hui. Alors on demande à des robots de vérifier si une activité humaine est bien humaine. Oui, c'est aussi un concept un peu particulier. Bobo la tête quand même, non? Donc c'est pour ça que ça non plus, ce n'est pas une solution aujourd'hui pour lutter contre les IA, les automatisations ou les robots. Du coup, bon, quelques chiffres sur les tendances. Prise en main de compte, augmentation de plus de 108%, surtout qu'on peut les automatiser. La création de faux comptes aussi qui permet de prendre de l'échelle, de pénaliser des services qui sont disponibles sur un site web ou de créer de la fraude en masse également sur tout un tas de sites d'e-commerce ou banques ou assurances, etc. Plus de 64%. La fraude au paiement aussi, avec tout ce qui est faux documents, tout ce qui est création également de faux comptes avec, tout ce qui est prise en main de compte aussi. On a pu découvrir des clusters de prise en main de compte chez certains clients qui étaient absolument phénoménaux. Les blocages d'inventaire aussi de stock, on vient aussi utiliser des robots pour prendre tous les produits possibles dans la limite des seuils autorisés et on vient remplir le caddie, mais pendant ce temps-là, la plateforme e-commerce, elle ne peut pas vendre à des vraies personnes puisqu'il n'y a plus de stock à ce moment-là. Manipulation de contenu aussi, donc avec même du remplacement d'éléments qui sont sur la page, même avec des bannières aussi publicitaires, ou même l'injection de certains éléments qui viennent pointer vers des faux sites aussi derrière. Ça aussi, plus du malvertising par exemple. Récupération de contenu, j'ai envie de dire, tout ce qui est scrapping, c'est un petit peu historique. Les crédentiels qui sont compromis, on l'a vu, les campagnes free, toutes les différentes campagnes. C'est des données de 24. Oui, c'est nos chiffres, ça. Oui. Alors, c'est nos justement, chiffres. j'allais commenter, on a même un rapport 2025. Oui. Je vous invite à aller sur notre site, à le downloader, c'est libre. Vous avez tous nos cas d'usage en plus de tous les grands réseaux de botnet qu'on a détectés, qu'on a fait tomber. Parce qu'on est l'un des rares à être encore offensif, et quand on voit ces grands réseaux de botnet, il y a nos équipes qui collaborent avec des forces de loi pour arrêter non seulement les botnets, mais les gens. Ça, c'est pas notre rôle, mais nous, techniquement, on voit, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et je pourrais expliquer pourquoi, on va vous l'expliquer. Oui, il faut quand même qu'on avance un petit peu, du coup, mais faut qu'on on pourra vous dire à la fin, mais... Comment ça, je parle trop?
C'est pas con, mais bon, faut quand même un petit peu. Donc là aussi des risques. Bon, bien sûr, vous pouvez bien sûr vous imaginer que pour tout ce qui est DDoS ou orchestration d'attaque, l'IA va être un outil largement contributeur, on va dire, sur ce type d'éléments, parce que bien sûr, les prédictions intelligentes, parce que là aussi, quand on lance une attaque, comme disait tout à l'heure Sébastien, mais la première chose, rien que basée sur l'IP, on va monter le nombre de requêtes pour voir à partir de quel moment ça bloque. Une fois qu'on a identifié le seuil de blocage à partir d'une IP, on change d'adresse IP et on opère des attaques juste en dessous du seuil accepté par la cible, on va dire, par rapport à rien que cette partie-là. Au niveau test IP. Mais après, il y a plein d'autres tests qu'on peut effectuer sur une partie volumétrie, sur une partie nombre de page views, sur une partie nombre de user agents, etc., etc. Tout ça, on peut l'automatiser du coup avec de l'IA pour se créer un profil qui permet de passer à travers la sécurité. La partie recherche justement même de modèles d'IA, en fait, on peut aussi faire appel à d'autres intelligences artificielles, d'autres kits qui peuvent être utilisés pour l'attaque. Et ce qui fait qu'on peut lui dire, phase 1, tu fais la reconnaissance, phase 2, tu utilises ce kit, phase 3, tu utilises cet exploit, phase 4, tu vas utiliser un RAT par exemple, peu importe en fait, mais on peut justement, il peut aller rechercher même par call API directement les modules pour l'intégrer dans sa phase d'attaque. Et puis bien sûr, l'orchestration, c'est justement le fait de mettre first position, deuxième position, troisième position, etc. sans avoir besoin de mettre de timing, puisqu'on l'a montré tout à l'heure, il y a la phase de test, la récolte, l'adaptation, et on passe à l'étape suivante. Donc ça, il est capable de l'orchestrer facilement et automatiquement au travers de ces étapes-là. Je vais trop vite. Contrôle des appareils et... Ah oui, vaste sujet justement, parce que beaucoup de plateformes peuvent se dire aussi, avec ces modules d'IA, je vais pouvoir remplacer des services qui sont disponibles sur mon site web, comme de l'assistance utilisateur, comme le fait de récupérer des commandes, comme le fait de fournir des informations de produits, de prix ou quoi que ce soit auprès de mes utilisateurs. Et donc on va se dire, je vais intégrer de l'IA sur mon site web. Sauf que, oui, ça peut être bien sur le papier, sauf que qui est-ce qui a dit que les IA étaient sans faille ? Elles peuvent être compromises, les IA. Ce qui fait que si on compromet une IA, on peut s'intégrer directement dans le tunnel de communication avec ses clients et avec toutes les informations sensibles qui peuvent transiter à travers. D'où le... Ouais. Excuse-moi, juste, je ne voulais pas t'interrompre, je pensais que tu avais terminé. Il y a des exemples de compromission de chatbots sur des sites où on peut prendre la main sur des interactions clients, récolte d'informations en masse avec de la PII au passage. Enfin, voilà, c'est un exemple concret de ce qui peut se passer. Sachant qu'un chatbot, c'est pas extrêmement évolué. Non, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, on peut même faire, si l'IA se fait compromettre dans le tunnel entre le site et l'utilisateur, ça permet aussi de prendre le contrôle de la machine qui s'y connecte aussi. On a déjà vu le cas, sans aller également sur la fuite d'informations. Mais ce qui fait qu'ici, d'où le trust. Et donc, c'est aussi ce qu'on propose aussi au niveau de notre plateforme, du trust des communications qui vont s'effectuer entre le client et la plateforme digitale. Puisqu'en fait, si on est capable de contrôler l'exécution côté utilisateur et ce qui remonte sur le site, ça permet toutes les déviations possibles de les bloquer. Et donc, c'est le type d'éléments qu'on va fournir aussi. Rapidement, craquage de mots de passe assisté par IA. Je pense que c'est clair à ce niveau-là, que ce soit tout un tas de modèles pour identifier, là aussi, tous les différents mots de passe qui auraient pu être utilisés par l'utilisateur. Quand on sait que, par exemple, il met le nom du chien, .2025, et que dans plus de 70% des cas, les gens les réutilisent sur tous les sites sur lesquels ils vont visiter, c'est facile d'intégrer des modèles d'IA pour identifier et prédire quel mot de passe va être utilisé sur telle plateforme en telle année. Donc voilà, c'est tout un tas d'éléments qui sont... l'IA peut requêter le nom de votre chien et le trouver très rapidement. Oui, également. Donc c'est pour ça que c'est tout un tas de choses qui permettent en fait de craquer un mot de passe par prédiction en, 30 secondes, même pas. Et donc vraiment pour la partie fraude aussi, donc là aussi c'est que au-delà du fait de créer des faux comptes, ça permet aussi de créer des fausses identités. On peut également récolter maintenant automatiquement des images, récolter automatiquement des vies quasiment qu'on peut récolter sur Facebook ou ailleurs pour créer une entité viable. Et cette entité qui serait, on va dire, ou viable ou cohérente, on peut du coup l'automatiser pour créer en fait en masse des faux comptes avec des identités viables. Il suffit d'y associer après des vrais documents qui sont volés et obtenus sur le dark web pour pouvoir en fait accéder à des services bancaires, accéder à des services d'assurance ou autres, et tout en étant validé.
puisqu'en fait on utilise en plus des vrais documents qui sont associés avec les noms, etc. Donc en fait tout ça peut être automatisé, puisqu'en plus on a l'adaptation et du coup le fait de l'orchestration qui se fait au travers de ces différentes étapes. Donc ce qui fait qu'on peut créer de l'identité numérique très très facilement et cohérente aujourd'hui avec l'IA. Nous sommes en 2025, pour rappel. Oui, bon bah voilà, 12 000 milliards de dollars, voilà, donc c'est... Une paille. Ça fait beaucoup de chiffres. Mais bon. À deux, je pense que ce sera plus interactif, mais... Oui. Encore une fois, l'idée, surtout c'est sur la partie suivante. Les bonnes questions à se poser. Êtes-vous prêts? C'est un peu provocateur, mais l'idée, c'est les questions à se poser sur ce qui va arriver. Si vous êtes dans cette problématique, si vous prestez pour des gens qui font du e-commerce, de la banque en ligne, des voyageurs, enfin des voyagistes ou des voyageurs, des compagnies aériennes, du gaming. Imaginez un petit peu ce qui se passe sur des gens qui n'ont que des plateformes digitales pour faire leur business. Et toutes les interactions, les revues, la publicité, les campagnes marketing, tout se fait sur le digital. Imaginez l'impact que ça peut avoir. Je ne sais pas si j'ai hésité, non, c'est bon, c'est plus lourd que moi. Ouais, je pense. Donc, en gros, les bonnes questions, c'est est-ce qu'on est capable de détecter ce type d'activité avec un degré de fiabilité assez fort parce que le nombre de connexions, de toute façon, va augmenter. Et puis deux, quel trust on va pouvoir donner, encore une fois, parce que c'est qu'une question de confiance et d'authentification à nouveau. On reste sur des fondamentaux de la sécurité, mais il faut qu'on les applique à des domaines qui sont nouveaux. Ce qui signifie qu'il faut qu'on ait les technologies et les humains, évidemment, mais surtout aussi les technologies qui vont nous aider à détecter ce type de comportement. Avoir des moyens de défense spécialisés, ça c'est évident. Aujourd'hui, déjà sur des attaques de robots sophistiqués, on voit bien que CDN WAF, au revoir, et certaines solutions de bot management laissent passer 20% parce que la détection de robots sophistiqués, c'est compliqué. Donc c'est certain que avec l'avènement de l'IA qui va prendre une ampleur, je pense, colossale, c'est pas pour rien que différents présidents en parlent. Je pense qu'ils ont bien senti le truc. Les industriels avec, ça va taper fort. Disons que c'est pareil, peut-être que vous connaissez les sécurités au niveau des endpoints par exemple. Avant on avait des fichiers de signature, après on a eu de l'analyse comportementale, après on a eu du l'EDR, on est passé même voir sur de l'XDR pour après corréler au niveau infrastructure. Pourquoi sur la partie digitale ça ne devrait pas évoluer? C'est exactement la même chose. Maintenant on passe aussi par rapport à l'évolution avec les IA sur de l'EDR digital on va dire. Puisqu'il va falloir corréler tout ça avec également des mécanismes qui sont ultra rapides et qui savent s'adapter. C'est comme sur les endpoints. Il faut pouvoir monter en degrés, puisque ce qui était présent avant, on me l'a montré, les vitesses de frappe, les IP, les user agents et les vitesses de déplacement de la souris, ça suffit peu. On revient sur les fondamentaux en permanence. People, process, technologie. Voilà. Techno pour apporter la visibilité, des process pour rentrer ça dans les playbooks au niveau d'un SOC et intégrer cette visibilité au SOC. Et puis 3, des équipes expérimentées qui savent faire du reverse, détecter les nouveaux comportements et les intégrer en détection. Et ça, en fait, ça utilise un peu d'IA, mais ça utilise surtout une automatisation déjà qui est très présente pour pouvoir s'adapter au scale et à la rapidité. Et ça, c'est un véritable enjeu. Quand on vous dit 12 000 milliards, pour vous expliquer la visibilité qu'on a, en fait, nous, chez Human, on voit 50% de l'Internet par semaine dans ce qu'on regarde. Vous imaginez le volume de données, le nombre d'algorithmes de machine learning qu'il y a derrière et les outils qu'on a pour permettre à des humains qui font de la recherche d'utiliser cette masse de data. C'est énorme. La fenêtre de visibilité par mois, c'est 85% de l'Internet par mois, sur des fenêtres flottantes. Et on peut l'expliquer facilement. Je vais vous expliquer comment ça marche avec Vincent. En fait, ce que l'on couvre, c'est tout le parcours digital client, mais on couvre aussi un autre monde, et ces deux mondes se joignent. C'est la publicité programmatique, c'est-à-dire la publicité digitale. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, la publicité digitale ? Vous avez tous surfé aujourd'hui, vous avez tous vu un bandeau publicitaire arriver dans votre browser. C'est ça qu'on scanne. Et en fait, là-dedans, il y a une fraude qui est énorme. Pour une raison simple, c'est qu'elle est très simple à commettre.
Elle coûte très très peu en termes d'investissement et elle rapporte énormément. C'est le premier pôle de fraude aujourd'hui. C'est pas mettre des moyens colossaux avec des équipes APT, je ne sais quoi, et machin, nation state, qui rapportent. Ça rapporte de l'information stratégique. En termes d'argent, n'oubliez pas, on parle d'économie et de fraude. Ce qui rapporte, c'est le moindre investissement sur le plus large nombre, le plus rapidement. La publicité. Oui, c'est la programmatique. C'est donc, historiquement ce qui est le plus simple à commettre, c'est ça. Donc en gros, on s'insère dans une chaîne, je vais vous expliquer comment marche la publicité programmatique très rapidement. Vous arrivez sur un site et vous vous rendez compte que la bannière, elle met un petit peu de temps à s'afficher. Je vous explique pourquoi. En fait, quand vous arrivez, vous êtes déjà catégorisé. Vous allez sur un site particulier, vous appartenez à un certain type de CSP, vous avez un certain âge, vous cherchez certaines informations qui vous mettent dans une case qui est intéressante au niveau du marketing et du profil de personnes qui sont ciblées par des personnes qui veulent faire de la pub. Cet espace publicitaire, il est monnayé en permanence, à chaque clic d'utilisateur. Ce sont des enchères de millions de requêtes à la milliseconde pour savoir qui va remporter l'enchère de cet espace. C'est pour ça qu'on voit autant de choses. Vous avez l'explication du chiffre que je vous ai donné avant. Et donc celui qui gagne l'enchère, le delta, il est là en fait. Une fois qu'on a donné l'élection et on sait qui va afficher sa pub, on va chercher ce contenu sur Internet et on l'affiche. Donc ce monde digital, il génère un nombre de connexions énormes et une fuite d'argent qui est colossale. Parce qu'il y a plein d'acteurs dans cette chaîne et c'est très simple de s'insérer dans cette chaîne et de prétendre qu'on est un humain. Donc on va faire beaucoup de botnets, on va cliquer à la place des humains et on va se rémunérer dans la chaîne. C'est 100 milliards par an, ça, de fraude. 100 milliards. Vous imaginez ce que ça peut financer. Donc c'est ça qui nous permet d'avoir cette CTI et cette visibilité énorme. Et derrière, on va traiter toute la chaîne des clients qui font du commerce en ligne sur toute la chaîne du parcours client. Et donc, vous voyez, il y a plein de cas d'usage que l'on va pouvoir traiter, en commençant par les scripts qu'il y a sur les sites. Alors, il y a 4 grands pôles. Vous voyez la publicité, l'application, les comptes et puis les transactions, parce que évidemment, il va falloir sécuriser ces transactions, être certain que, 1, c'est pas un robot, mais 2, qu'on a le bon humain qui est connecté sur le bon compte et qui fait la bonne transaction. C'est aussi ça, la fraude. C'est pas que du robot. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Les images sont un peu dégueulasses. Je suis désolé. Juste, en fait, ça, c'est du coup la plateforme là, que va expliquer Sébastien, qui va couvrir toute la partie application security. Mais en fait, chaque élément vient couvrir justement une étape de la cyberattaque, qui est la phase de préparation, test et exécution pour valider qu'on va pouvoir effectuer cette fraude et qu'elle sera assurément valide à la fin, qu'elle sera concluante, et la phase de fraude vraiment avec exploitation et exfiltration. Il nous reste 10 minutes. Parce qu'après j'ai l'architecture. Ah ouais. Alors je fais vite. En gros, il vous a expliqué la chaîne d'attaque. Vous avez les différents cas d'usage qui sont expliqués là, et les modules qui s'enrichissent les uns les autres avec les informations, qui vont traiter différents points de connexion avec l'humain et donc de fraude potentielle. Les parties code, on va revoir toute la chaîne d'approvisionnement de vos codes, la façon dont les codes sont exécutés dans les browsers. Parce que souvent, les gens ne savent pas comment ça s'exécute et ils font des fuites de données malgré eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur code. C'est pas parce qu'on a fait du SAS ou du DAST sur un bout de code qu'on a pris sur GitHub qu'il est safe. S'il y a une partie dynamique dans ce code, que vous l'implémentez et qu'elle change demain matin, vous ne le savez pas, vous ne savez pas ce qu'elle fait. Dommage. Si ça se trouve, elle appelle un autre domaine, qui appelle un autre domaine, et qui est en train d'exfiltrer toute votre donnée client, et vous ne le savez pas. On l'a vu, chez les clients, ça fait peur. Le gros problème, c'est que dans ce monde du digital, et c'est là qu'on croise les choses, et au niveau de l'entreprise, il y a un réel besoin de faire communiquer tous les acteurs qui interviennent dans le digital, c'est que le marketing va balancer plein de scripts pour récupérer de la donnée client, essayer de faire du retargeting, etc. Et de l'autre côté, il y a la Sécu qui n'arrive pas à savoir comment s'exécutent ces scripts. Et on a vu même des scripts légitimes d'acteurs du digital prendre login, mot de passe, numéro de carte bleue des clients. Un truc de dingue. Et ça va sur leur site. Et le compte ne le sait pas. L'acteur du commerce en ligne ne le sait pas. C'est quand même un vrai souci. Il y a une exposition qui est énorme. Parce que... ouais.
Oui, donc je voulais juste rajouter, en fait, l'important, en fait, du coup, du Code Defender, c'est qu'on fournit une visibilité sur l'exécution de ces scripts, mais côté client. Ce qui fait qu'on n'a pas que la visibilité, j'ai ces scripts sur le site web. On voit vraiment qu'est-ce qui est exécuté au niveau du client et s'il y a d'autres éléments côté browser client qui sont intégrés dedans pour générer des cookies, contacter des domaines, accéder des valeurs et venir rebondir sur X fois des domaines ou des scripts qui viennent de... je sais pas, une 50e exécution de script qu'on vous pouvez absolument pas voir au niveau d'un site web. D'où le côté exécution client. Un exemple concret de ça, il y a un sous-ensemble de cette solution, de ce module, qui traite les nouveaux prérequis de PCI DSS 4.0. À votre avis, pourquoi le consortium PCI a mis de nouveaux prérequis qui disent « Je veux que tu t'assures du monitoring de l'exécution et du non-changement des scripts dans la page de paiement ». Parce qu'ils se sont fait frauder par des scripts, mais à une échelle colossale. Et c'est très compréhensible quand on ne maîtrise pas l'exécution des scripts. Et qu'est-ce qui change à l'instant T? Vous avez un monde où vous commencez à acheter en ligne, vous arrivez au moment du paiement avec votre panier, et là, vous appelez une page de paiement. Mais là, c'est le Graal, c'est la fête. Il y a toute la PII du client, et il y a toute son information carte bleue au même endroit. Où est-ce que je vais me mettre? Dans un script. Je vois tout en clair, directement, et je m'exécute automatiquement à chaque paiement. Pourquoi voulez-vous que je me mette ailleurs? Super simple, je me mets sur GitHub, en free. Évidemment, je suis super marketé parce que c'est la nouvelle fonction que n'importe quel webmaster veut ou responsable de plateforme e-commerce rapidement, c'est déjà codé, c'est sur étagère, je vais sur GitHub, je le teste, ouais ça marche, pas de souci. Il y a une partie dynamique, ouais, c'est pas grave, je sais pas ce qu'elle fait. Youpi! Voilà, un exemple concret. Donc là, il y a un traitement des nouveaux prérequis sur page de paiement aussi, au passage. Bot Defender, on en a parlé. On dit, nous, bot management. On ne dit pas anti-bot. Pour une raison simple, c'est que les bots, il y a les bons bots. Il faut les gérer aussi. Parce qu'il y a les bons bots qui vont trop loin. Donc vous devez être capable, un, de les identifier, et deux, de dire, non, tu vas t'arrêter là. Et tu vas pas aller plus loin pour aller récolter de l'information malgré nous. Vérification des crédentiels en temps réel sur le dark web pour voir si ça n'a pas fuité. Pourquoi? En temps réel parce que cet état de fuite et de compromission des crédentiels doit être fait en temps réel. L'historisation n'a pas de valeur dans ce monde. Surtout quand il y a un taux de reuse des mots de passe, même compromis, de 70%. On le voit même chez nous, soyons honnêtes. Vous aviez un super mot de passe, Free vous dit qu'il a été compromis, vous le réutilisez quand même. Oui, non? Avouez. Oui. C'est ce qui se passe dans la nature, il y a 70% de reuse de ce mot de passe. Ce qui veut dire que, en gros, sa durée de vie, elle est géniale pour les attaquants. Ils savent qu'à 70%, ça va matcher. Donc ils vont se connecter sur les comptes, ils vont tester tous vos comptes potentiels, tous les services que vous avez, et ils vont aller frauder. D'où l'intérêt de ce dernier module, où on va suivre l'activité une fois que les gens sont logués. Et là, on fait bien face à rien de synthétique, ni de l'IA agentique, ni du bot, ni du script, parce que le script est un robot. On peut faire face aussi au bon humain en face du bon compte. Et c'est ça l'intérêt de suivre cette activité sur le compte. Oui, sur ce Allez, on vous explique comment on fait ça, rapidement. Oui, c'est bon, je devrais réussir. Allez, vas-y, fonce. Alors du coup, en fait, on met donc en place un challenge. Donc là, c'est juste une partie du challenge, en fait. Du coup, on a extrêmement peu de faux positifs, quand même, on a 0,01%. Mais en fait, ici, c'est un mécanisme donc qui n'utilise pas d'image, qui n'utilise pas de forme, qui n'utilise pas de texte, qui n'utilise rien. Mais surtout que c'est un mécanisme qu'on ne met pas en face des utilisateurs. C'est pas à vous de résoudre ça, en fait. Éventuellement, dans 0,01% des cas, si vous avez une conf avec des modes de dev, etc., vous pouvez tomber dessus et il y a juste à rester appuyé quelques secondes dessus. Mais ça, en fait, on va le mettre en face des IA, on va le mettre en face des automatisations, on va le mettre en face des bots sophistiqués. Et le gros avantage de ça, c'est que quand le bot en fait arrive dessus, déjà, il peut utiliser des captcha solvers, il ne peut pas le résoudre. Même s'il essaye de trouver le bouton et la durée, il va utiliser de l'automatisation, donc on saura que c'est un robot. Mais en plus, quand il vient attaquer ce module, on ne fournit aucune réponse. Ce qui fait qu'un attaquant ne sait pas si son attaque a réussi ou a échoué. Et une IA, notamment agentique, en fait, elle doit récolter, comme on l'a vu, des informations pour s'adapter et adapter son attaque. Là, elle ne récolte pas d'informations.
Donc en fait, elle ne peut pas s'adapter et faire une nouvelle attaque. Et donc c'est pour ça qu'en fait, elle va rester bloquée sur ce module-là. Et généralement, en fait, quand elle reste bloquée, après, il y a un mécanisme automatique comme du timeout qui va changer de cible. Donc ça permet de les envoyer ailleurs. Du coup, donc très facile à résoudre s'il y a un cas de faux positif et en plus la personne est recatégorisée. Et on a même un mode en fait d'accessibilité améliorée, compatible RGA, on va dire. Donc c'est vraiment oui. Donc c'est vraiment en fait voilà un mécanisme anti-captcha solvers, anti-IA qui vient pas polluer les utilisateurs, mais par contre qui vient polluer les mécanismes d'automatisation de bots ou d'IA. C'est comme tout à l'heure, hein. On va pas mettre la friction sur les utilisateurs et leur demander de prouver qu'ils sont bien humains. Vu qu'on a pré-catégorisé, on va mettre la friction sur les bots là où il faut. Comme ça, on libère la bande passante pour les vrais utilisateurs. C'est à eux qu'on va demander de prouver qu'ils sont humains. Voilà. Et l'archi, vite fait, comment ça marche? L'archi, on va voir que c'est très simple, il n'y a pas besoin de faire de modification DNS, il n'y a pas besoin de router son trafic, il n'y a pas besoin de rajouter de hardware, de virtuel, il n'y a rien besoin de tout ça, on va fonctionner avec du code. Premier élément qu'on va déployer, en fait, c'est côté client, c'est ce qu'on appelle le sensor. Le sensor, grosso modo, c'est une ligne de code. Alors, on peut rajouter d'autres paramètres, on va dire, mais de base, en fait, c'est la ligne rouge, même si vous ne devez pas trop bien la voir. C'est une ligne, en fait, c'est une balise qu'on place dans le header des pages web, qui va venir faire appel à un code JS, qui va s'exécuter côté client. C'est lui qui va nous collecter du signal technique, que je vais vous montrer juste après, et qui va permettre de fournir une première décision de est-ce qu'on est en face d'un humain, d'un robot, d'un bon ou d'un mauvais robot, d'une IA, ce genre de choses-là. On a également un SDK pour les applications mobiles natives sur iOS et sur Android, qu'on peut intégrer également. Deuxième élément, là c'est le côté infrastructure, c'est ce qu'on appelle l'enforcer. En fait, c'est également une brique de code, mais qu'on va intégrer soit au niveau d'un CDN, ou bien au niveau d'un load balancer, ou d'un web server, ou d'un reverse proxy. Aussi bien au niveau applicatif, comme après on peut également se coupler avec des outils d'IAM pour vérifier qu'avant qu'on vienne s'authentifier sur l'IAM, on vient en fait prouver qu'on est humain. Donc ce qui fait qu'on va rajouter un token d'accès qu'il va soumettre également lors de l'authentification. On s'intègre également avec différentes plateformes d'e-commerce, également avec des outils d'analytics, là aussi pour avoir des analytics clean qui ne sont pas pollués par tous ces mécanismes automatiques de robots, et même avec Snyk sur les outils de vulnérabilité. Donc voilà, grande possibilité d'intégration, et donc voilà, c'est qu'une brique de code. Et après, la partie détecteur, en fait, qui est, on va dire, la partie intelligente de notre plateforme SaaS, donc oui, qui embarque des mécanismes de machine learning, comme tu disais tout à l'heure. Aux dernières nouvelles, je crois qu'on utilise plus de 350 mécanismes de machine learning qui viennent du coup automatiser en fait les détections pour créer ce qu'on appelle des évidences techniques ou des marqueurs techniques qui vont être appliqués en fait sur les détections, puisque le sensor déjà quand il vient, donc un visiteur arrive, il vient exécuter le sensor, on collecte plus de 2500 signaux techniques basés sur son réseau, sur son device et sur son comportement. Donc, bien évidemment, il y a aussi les mouvements de souris, il y a aussi la vitesse de frappe au clavier, mais en plus de ça, en fait, on va voir toute la stack technique. Est-ce qu'il dit qu'il est physique ou est-ce qu'il dit qu'il est virtuel? Ok, par quel cloud vendor s'y passe? Par quel type de résolution il utilise? Quel type de fond d'extension est utilisé? Par où il est passé? Par quel ASN? Toute en fait la stack technique est validée et en fait est collectée à ce moment-là. C'est en termes de millisecondes. Bien sûr, aucune information personnelle n'est collectée, hein, pas d'email, de mot de passe, d'informations de paiement. En fait, toutes les données de formulaire, on n'en a pas besoin, on ne les collecte pas, c'est que de l'information technique qui en plus d'ailleurs est supprimée au bout de 10 minutes après que la décision a été prise. Dès que ça remonte sur le détecteur, on met en place les mécanismes de machine learning. Et en fait, on vient faire redescendre sur le sensor plusieurs éléments, mais il y en a deux dont je vais vous parler qui sont un token d'accès qu'il va fournir à l'enforcer et le deuxième, c'est ce qu'on appelle un VID. En fait, c'est un ID de visiteur unique qui est calqué sur l'ensemble de ces métriques techniques, qui va permettre en fait de le suivre partout où il ira sur le site, que ce soit depuis l'arrivée sur le site jusqu'à ce quand il ira post-login dans son compte client. Du coup, quand c'est un humain, et ben en fait, il accède à l'applicatif sans rien de visible, totalement transparent, et il vient consommer les services sur le site. Quand c'est un robot, il va tomber sur le challenge, qui est au passage 100% personnalisable en termes de couleur, en termes de logo, en termes d'emplacement, qui peut bouger aussi automatiquement. Et donc je leur dis, bon, anti-captcha solver, ce qui va bloquer les IA, qui ne fournit aucune réponse lors des attaques. Et donc voilà. Et après, donc l'enforcer,
là aussi, donc soit il le bloque, soit il laisse passer. Mais l'enforcer discute aussi avec la plateforme de détection parce qu'il y a un autre type d'attaque peut-être dont on n'a pas parlé, c'est les sessions hybrides ou les navigations hybrides. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est un humain va arriver en se connectant sur la plateforme digitale, mais en tant qu'humain. Mais une fois qu'il accède au site, qu'il accède à la page d'authentification, qu'il accède au prix ou les produits qu'il a pu voir sur le site, et bien c'est là qu'en fait il enclenche tous ces mécanismes d'automatisation, ou bien il peut enclencher des IA à ce moment-là, etc. Il y a un changement de comportement. Et donc, l'enforcer est également là pour le détecter. Il va du coup détecter que les signaux techniques ne sont plus les mêmes, il y a un changement de comportement. Il va contacter le détecteur à ce moment-là, qui du coup va invalider instantanément son token d'accès. Ce qui fait que dès la requête suivante, qui sera effectuée par la personne qui a lancé les tools d'automatisation, il sera bloqué instantanément. À ce moment-là, il tombera sur le challenge. Et donc, on est capable de bloquer tous ces mécanismes automatiques à partir de ce moment-là. Et donc, ça va être une triangulation voilà, qui va s'effectuer en continu. Bon, il est 16h16, je crois qu'on nous avait dit qu'on avait quelques minutes en plus. On a dépassé d'1 minute. Oui, d'1 minute, mais on est à peu près dans les temps, ça va, c'est pas mal. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions éventuellement? N'hésitez pas. Ou s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, hein, on peut le vulgariser un peu plus si vous souhaitez. C'est toi qui parles chinois. Non, je parle pas chinois, je parle technique. Tu parles technique. Mais... encore. Pour certains, je parle pas assez technique. Sur votre architecture, du coup, qui pourrait être le successeur du CAPTCHA, on peut le dire comme ça. On peut. Déjà, est-ce que vous en avez parlé à Google? Bon, ça, c'est un peu... Et deuxième question, qui l'a adopté déjà? Il y a plein de clients. Ouais. Avec quel retour, oui. Du coup, notamment par rapport aux en fait, pour vous dire à quel point on s'en sert pour gérer, par exemple, des grands événements de lancement. Ouais. Je prends l'exemple de la PS5, vous connaissez tous l'exemple. Il y a plein de bots qui arrivent, ils achètent tout. Ouais. Et les utilisateurs légitimes, ils cherchent toujours à essayer de se connecter pour acheter leurs trucs. Comme pour les billetteries, par exemple. Voilà. Nos grands clients, on a des très grands clients dans ce domaine-là. Voilà. Dans nos grands clients, de toute façon, on travaille avec le milieu bancaire, avec le milieu de l'assurance, avec le milieu des voyages, le milieu du gaming, le milieu de la santé. On est un petit peu dans tous ces domaines d'activité où il y a une grosse exposition sur Internet avec de l'argent ou de la valeur aussi qui est derrière. Donc après, je ne sais pas, vu que c'est enregistré, si on peut citer certains noms de clients. En tout cas, on en a dans la presse, là voilà par exemple ceux-là. Où voilà, ceux-là en fait utilisent par exemple nos solutions aujourd'hui par exemple avec ce type de fonctionnement. On scanne 90% des pubs mondiales. Voilà. Déjà, ça vous donne une explication du volume. Ensuite, vous voyez, vous avez des exemples de clients qu'on peut citer, qu'on peut montrer en tout cas. On est un petit peu dans tout ce qui est business digital. Oui. Ticketing, tous les cas d'usage, voilà, ticketing évidemment, gaming, FanDuel, on n'en parle même pas. Voilà. Dans les gens que vous ne pouvez pas citer, je pense qu'il y a des choses relatives au luxe en fait, c'est ça. Aussi. Également. Il y a du luxe aussi là. Également. Mais oui, il y a plein de clients. On peut citer... non, on ne peut pas citer d'autres. Mais, bon, en tout cas, normalement c'est fini là, mais si vous voulez qu'on en discute un peu plus, oui, voilà, ça c'est la nature, là, pour sortir un petit peu de tout ça. En tout cas, on a notre stand, si vous voulez, on peut en discuter, parce que là, a priori, c'est fini. Mais en tout cas, bon, merci d'avoir suivi la présentation.